Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, quelques éléments de contexte qui ne vous sont pas étrangers, bien évidemment, mais à la fin des années 90, le mésothéliome pleural est donc un marqueur fiable de l'exposition à l'amiante au niveau populationnel, avec un temps de latence compris entre 30 et 50 ans. Une incidence croissante depuis 1950 liée directement à l'usage massif de l'amiante. C'est un cancer rare, 750 cas étaient alors estimés en 1996 par l'expertise collective de l'INSERM et un pic d'incidence attendu aux environs de 2020. C'est donc dans ce contexte, en 1998, qu'a été mis en place le programme national de surveillance du mésothéliome, à la demande des pouvoirs publics. Il associe plusieurs équipes de recherche et il est coordonné et financé par Santé publique France. L'objectif principal était de constituer un système de surveillance épidémiologique des effets de l'amiante sur la santé de la population française. Cet objectif peut se décliner en plusieurs sous-objectifs qui sont d'estimer l'incidence nationale du mésothéliome pleural et son évolution, de contribuer à améliorer le diagnostic du mésothéliome pleural et en particulier anatomopathologique, d'estimer la part attribuable à l'amiante, les professions et secteurs les plus à risque, de contribuer à la recherche d'autres facteurs étiologiques ou encore d'évaluer les processus de reconnaissance et d'indemnisation, et tout ça à des fins d'amélioration de la prévention. Le programme repose sur le recueil exhaustif des mésothéliomes pleuraux, diagnostiqués depuis le 1er janvier 1998 et domiciliés dans un des départements qui participent au programme au moment du diagnostic. La zone géographique couverte aujourd'hui est de 21 départements qui sont représentatifs de la population française, qui sont en orange sur cette carte, en bleu étant les départements qui ont contribué pendant une période au programme et qui n'y contribuent plus aujourd'hui. Ce recueil est assuré par une dizaine de centres locaux qui chacun recueillent les cas sur 1 à 5 départements et 5 centres nationaux, chacun en charge d'une expertise spécifique. Le centre médico-social sous la direction du professeur Jean-Claude Perron à Créteil, le centre anatomopathologique dirigé par Françoise Galato-Salé à Lyon, le centre clinique dirigé par le professeur Astoul à Marseille ou encore le centre exposition dirigé par le professeur Brochard à Bordeaux. Le centre pilote et le centre de coordination générale étant assuré par Santé publique France. Une procédure standardisée de certification des diagnostics est mise en place dès le signalement d'un nouveau cas. Elle repose en premier lieu sur une expertise des prélèvements anatomopathologiques par le panel national Mésopathe, qui est constitué d'anatomopathologistes spécialisés dans le diagnostic particulièrement difficile du mésothéliome. Et lorsqu'un cas ne peut pas être confirmé par ce biais, une expertise clinique du dossier par 3 experts est alors diligentée, et les 3 experts étant un pneumocologue, chirurgien et radiologue. Une évaluation des processus d'indemnisation est réalisée et elle vous sera présentée par Swazik Chamings dans la présentation qui suivra celle-ci. L'évaluation des expositions, et c'est ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, elle est réalisée par l'analyse de questionnaires qui sont posés en face à face auprès de chaque cas, dans la mesure du possible bien sûr, de son état de santé et selon l'accord de son médecin. Ce questionnaire très détaillé permet la reconstitution de l'ensemble des domiciles et établissements scolaires fréquentés, ainsi que du calendrier professionnel avec les tâches qui sont réalisées au cours de chaque emploi. Elle donne également la liste des emplois principaux qui ont été exercés par le conjoint du cas ainsi que par ses parents lorsqu'il habitait le domicile parental, et toute autre situation qui pourrait avoir conduit à une exposition à l'amiante ou à d'autres facteurs étiologiques possibles. Et enfin, des informations relatives aux antécédents médicaux personnels et familiaux sont également recueillies. Ces questionnaires sont analysés par des experts en hygiène industrielle et environnementale et donnent lieu à une évaluation semi-quantitative de l'exposition vie entière à chacun des facteurs étiologiques étudiés et en particulier à l'amiante. Je vais vous présenter donc quelques caractéristiques des cas de mésothéliome qui ont exercé au moins un emploi dans le secteur du BTP au cours de leur carrière. Ces résultats se limiteront aux hommes, les effectifs féminins étant malheureusement ou heureusement trop faibles. Donc vous avez dans ce tableau, dans la colonne de gauche, les cas qui ont au moins exercé un emploi dans le BTP au cours de leur carrière versus ceux qui n'ont jamais exercé d'emploi dans le BTP sur la colonne de droite. Le nombre de cas était de 2100 environ. Vous voyez que 40% ont exercé au moins un emploi dans le BTP au cours de leur carrière et si on regarde l'évolution, si ça veut bien marcher,
Oui, de ce pourcentage, de cette proportion au fil du temps, depuis l'origine du programme jusqu'à aujourd'hui, la proportion des cas qui ont exercé au moins un emploi dans le BTP a tendance donc à augmenter, passant en moyenne de 35% au début de la période d'observation à 45% aujourd'hui. Concernant l'exposition professionnelle à l'amiante, elle a été retrouvée chez 99% des cas ayant exercé un emploi dans le BTP versus 88% dans les autres secteurs. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, donc parmi les gens qui ont exercé un emploi dans le BTP, une exposition a été retrouvée dans un emploi exercé dans le BTP seulement pour 30% d'entre eux. Elle a été retrouvée dans un emploi exercé dans le BTP et dans un autre secteur pour 62% d'entre eux. Dans un autre secteur seulement que celui du BTP, et donc ils n'avaient pas été exposés lors de leur emploi dans le BTP pour à peu près 8% d'entre eux et aucune exposition pour moins de 1% d'entre eux. L'âge moyen à la première exposition est de 19 ans parmi les gens ayant exercé un emploi dans le BTP versus 21 ans, légèrement plus tard. Une durée moyenne d'exposition de presque 30 ans pour les personnes ayant exercé un emploi dans le BTP versus 26 ans, donc moins longue. Et enfin, un âge au diagnostic légèrement plus jeune, de 70 ans versus 72 ans. L'exposition professionnelle à l'amiante a été soit donc non retrouvée, soit possible, probable ou très probable. En bleu pour les personnes ayant exercé au moins un emploi dans le BTP, en rouge ceux qui n'ont jamais exercé dans le BTP. Globalement, on voit que pour 97% des cas ayant eu un emploi dans le BTP, l'exposition est retrouvée de façon probable ou très probable, contre seulement pour 78% des cas n'ayant jamais travaillé dans le BTP. Si on fait un petit focus sur les professions donc là qui sont les professions les plus exercées par les cas qui sont recensés dans le programme. Donc vous avez là le nombre de cas concernés par l'emploi, par la profession, le pourcentage de cas qui ont exercé cette profession, le pourcentage de cas qui ont été jugés exposés au cours de cet emploi et la durée moyenne d'exposition. Vous voyez que donc la répartition des cas par emploi, par profession, 16% de plombiers chauffagistes exposés à 98% et pour une durée moyenne de 18 ans et demi. Je vous laisse découvrir pour l'ensemble des professions, maçon, charpentier, électricien, monteur qualifié, peintre et ouvrier qualifié des finitions du bâtiment. À noter quand même que pour ce qui est de la catégorie des ouvriers non qualifiés, que ce soit des travaux publics et du travail du béton ou encore du gros œuvre du bâtiment, du second œuvre du bâtiment, la proportion des cas ayant exercé une profession dans ce secteur est de 40%, ce qui est beaucoup. Ils ont été exposés à 84% pour une durée très courte de 4 années et ça correspond en particulier au début de carrière des cas qui ont pu ensuite se qualifier dans une autre profession. On s'est intéressé aux expositions à l'amiante après le 1er janvier 1997, donc après l'interdiction de l'amiante en France. Donc vous avez là, on a donc sélectionné les personnes qui étaient encore en activité après cette date. Il y en avait 167 qui exerçaient un emploi dans le BTP, 688 dans d'autres secteurs. 84% des sujets travaillant dans le BTP ont été jugés exposés après cette date, contre 46% dans les autres secteurs. Et la durée d'exposition est de 8 ans pour ceux qui étaient dans le BTP versus 6 ans pour les autres secteurs. Par profession, toujours après le 1er janvier 1997, la proportion des actifs par profession est quasiment superposable à celle qui a été observée sur l'ensemble des cas. Les expositions sont encore là très présentes. Les durées sont évidemment plus faibles puisqu'on restreint la période après 1997. Et pour ce qui est des ouvriers non qualifiés, ils sont plus que 4%, puisque des débuts de carrière après 1997 parmi nos cas qui sont très âgés, ça se rencontre assez peu. En conclusion, évidemment, c'est une problématique qui est toujours d'ampleur et toujours d'actualité. On a vu que la proportion des cas qui avaient exercé un emploi dans le BTP était en augmentation depuis 1998, que l'exposition professionnelle à l'amiante, probable ou très probable, était retrouvée dans 97% des cas. L'exposition à l'amiante débute plus jeune, elle dure plus longtemps, et elle a été retrouvée pour 84% des cas qui ont exercé un emploi dans le BTP après le 1er janvier 1997.
Une nouvelle étude cas témoin permettant d'objectiver ces observations serait nécessaire. Pour rappel, une étude de ce type a été menée entre 1998 et 2002, hiérarchisait donc les secteurs d'activité les plus à risque, et on retrouvait en tête de ce classement la construction, la réparation de navires, la transformation de l'amiante, qui sont des secteurs qui devraient disparaître au fil du temps, pour laisser la place au secteur du BTP qui suit de très près la plomberie, la menuiserie, les travaux de construction et les travaux d'installation électrique. Et enfin, évidemment, ça ne fait que renforcer la nécessité d'actions de santé publique et de prévention dans le secteur du BTP. Je vous remercie.